Bonjour madame, bonjour monsieur. À la demande de beaucoup de gens qui n'ont pas trouvé la lettre, malheureusement qui ne l'ont pas signée. Alors je vous lis la lettre que nous expédions à la Cour suprême du Canada et à la Cour supérieure du Québec. Alors, en raison de la pandémie, tout est expédié par courriel à cette adresse à conférence-québec@justice.gouv.qc.ca. Et lorsque la situation sera redevenue à la normale, tout sera expédié par courrier. Alors, Québec, le 8 juin 2020. Cour suprême du Canada, Maître Richard Wagner, juge en chef, et Cour supérieure du Québec, Maître Jacques R. Fournier, juge en chef. Et sujet, remise en fonction du Conseil législatif tel que spécifié dans la Constitution de 1867. Messieurs et mesdames, en tant que peuple du Québec, au service de la vérité et de la justice, nous sommes un groupe qui s'est intéressé aux documents qui gèrent nos vies, notre société et notre système de justice, soit la Constitution de 1867. En parcourant ce document, même un jeune adolescent se rendra compte qu'il y a anguille sous roche, puisqu'il est prévu pour le Québec une législature composée de un lieutenant-gouverneur et de 2 chambres, soit le Conseil législatif et l'Assemblée législative de la province de Québec. Il devient très pénible pour le peuple de constater tout le matériel, les avis juridiques, les preuves, les plaintes qui vous sont acheminées régulièrement par des citoyens ou des mouvements fort bien renseignés, vous signifiant toutes les irrégularités de notre système législatif, juridique ou financier, et nous ne savons pas si vous voyez cette demande comme trop ardue à corriger ou si c'est simplement un manque flagrant de respect envers le peuple du Québec. Pour des gens non élus, dont vous, la magistrature, mais nommés en retour de services rendus, nous sommes persuadés que ça sent le conflit d'intérêts. Donc, nous réitérons notre demande. Pourquoi n'avons-nous qu'une seule chambre qui est appelée l'Assemblée nationale et non l'Assemblée législative de la province de Québec? Nos recherches nous ont menés aux Archives nationales du Québec, où nous avons obtenu la version papier du dernier Conseil législatif de 1968, les séances antérieures n'étant pas disponibles, comme par hasard, ou détruites. La Constitution, article 72, prévoit que le Conseil législatif est composé de 24 membres, nommés à vie, indépendants de toute organisation. La nomination à vie se fait qu'il s'y installe une mémoire collective indispensable au bon fonctionnement de la législature. La rigueur et le suivi sont présents. En décembre 1968, les conseillers ont été convaincus ou forcés de démissionner, ce qu'ils ont fait en recevant en contrepartie une confortable pension annuelle à vie de 10 000 $, ce qui en 1968 représentait une somme rondelette. Aujourd'hui, cela représente 73 675 $ annuellement. Le Conseil législatif a été en quelque sorte vidé de son contenu et ses pouvoirs ont été exercés par l'Assemblée nationale du Québec, qui a existé du 31 décembre 1968 jusqu'en décembre 1982. Tous les commentateurs ont parlé de l'abolition du Conseil législatif et non pas du fait qu'on avait simplement créé un nouvel organisme législatif qui devait exercer les pouvoirs dévolus à l'Assemblée législative et au Conseil législatif par l'acte de l'Amérique du Nord britannique, acte qui a été fait et qui était resté à Londres. Les politiciens, journalistes, avocats et juges se sont bien gardés de mentionner que le Conseil privé de Sa Majesté avait déclaré clairement dès 1919 que la province n'avait pas le pouvoir résiduel de créer de nouveaux corps législatifs pouvant remplacer la législature de la province de Québec. À la lecture de tous les documents qui suivent cette période, aucune loi, aucun article de loi ni décret ne confirme l'abolition du Conseil législatif ni l'abrogation des articles 71 à 80 de la loi constitutionnelle de 1867. Cela implique donc que le lieutenant-gouverneur en poste en 1968
M. Hugues Lapointe, n'a tout simplement pas fait son travail et a acquiescé au désir de l'Assemblée législative dont les députés voulaient s'approprier tous les pouvoirs et ne voulaient plus d'intermédiaire entre eux et le lieutenant-gouverneur. En sanctionnant la demande de l'Assemblée législative qui destituait les membres du Conseil législatif, le lieutenant-gouverneur allait à l'encontre, premièrement, de ses instructions, deuxièmement, de l'article 75 de la loi constitutionnelle de 1867 qui se lit ainsi dans sa version française. Survenant une vacance dans le Conseil législatif du Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la reine, nommera, par instrument sous le Grand Sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir. Troisièmement, de la décision du Conseil privé qui, comme on l'a dit, a décidé que la province n'avait pas le pouvoir résiduaire de créer un nouvel organe législatif. Ainsi, l'Assemblée législative a fusionné les tâches, mais s'est bien gardé de fusionner les tâches les plus importantes, soit le rôle de superviseur de la justice, de l'équité et du bien-être de la population que jouait le Conseil législatif. En transférant tous ses pouvoirs au nouvel organisme appelé Assemblée nationale du Québec, les députés de l'Assemblée législative se donnaient le plein pouvoir et le contrôle de l'appareil législatif de la justice. Une constitution est le document le plus important de tout pays et de tous les peuples, car elle existe pour que le peuple ne soit pas régi par des tyrans et qu'il puisse se défendre. Aujourd'hui, le peuple ne peut plus se défendre grâce à sa constitution. Des juges ont même commencé à empêcher des citoyens de soulever l'inconstitutionnalité de certains organismes et institutions. La tyrannie se rapproche, la dictature s'installe. La vérité est comme un virus, on veut la confiner. Question. M. Richard Wagner, en tant que juge en chef de la Cour suprême, et vous, Maître Jacques R. Fournier, et vous, Madame de la Rosa, veuillez expliquer au peuple, à l'aide des documents originaux de l'Assemblée législative, comment et pourquoi les ministères de la justice provinciale ou fédérale de ce temps n'ont pas sonné l'alarme auprès des personnes compétentes. Pourquoi le lieutenant-gouverneur de l'époque, M. Hugues Lapointe, n'a pas été mis au pas et pourquoi le gouverneur général, M. Roland Michener, n'a pas utilisé son pouvoir de désaveu comme la loi le lui permet. Bien sûr que vous ne le ferez pas, vous ne le direz pas, mais nous, le peuple du Québec, allons vous le dire. M. John Turner, alors ministre de la Justice fédérale sous Pierre Elliott Trudeau, a produit un rapport au Conseil privé, la pièce 1970-33, dans les termes suivants. À son avis, les 10 statuts peuvent continuer d'être appliqués comme ils l'ont été jusqu'à maintenant. Ces personnages, M. Hugues Lapointe, John Turner et Roland Michener, qui avaient comme devoir premier de faire respecter la Constitution, sont ceux qui ont violé les fondements même des règles constitutionnelles dont ils tiraient leur pouvoir. Et nous sommes convaincus que ces traîtres à la nation ont bénéficié d'une pension à vie, payée par le même peuple qu'ils ont trahi. Nous en sommes rendus que ce sont les avocats du procureur général qui disent ce qui est légal et admissible sans se fonder sur les textes originaux. Et lors des jugements, les juges ont toujours une interprétation personnelle et différente de l'assistance. Pourquoi? L'histoire est truffée de petits larcins qui, avec le temps, mènent à un audacieux vol de banque. Excusez. Ainsi, sans système de supervision, la corruption s'est lentement installée entre l'Assemblée nationale du Québec et le système de justice. La Constitution de 1867 a été adoptée et signée dans sa version originale anglaise, qui était la seule langue officielle légale. Les articles 71 à 80 n'ont jamais été abrogés. Lors de son rapatriement en 1982, c'était encore une copie de la version anglaise, mais non originale, puisque l'original est à Londres. La traduction française a été faite vers 1990,
mais n'a jamais été adopté dans la langue française malgré la loi de 1982 qui exige que toute partie suffisamment importante est, dès qu'elle est prête, déposée pour adoption par proclamation du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada. Malgré que la version française ne soit pas adoptée, la Cour suprême se sert du texte non officiel de la loi constitutionnelle de 1867 dans ses jurisprudences, un texte non signé, non adopté comme la Constitution, pourtant leur Constitution l'exige, donc non valable. Un beau gâchis. En 1970, dès que la province de Québec a eu son passe-droit du Conseil privé pour créer un nouvel organisme législatif, M. Robert Bourassa, dans cette même année 70, a fait passer la loi concernant les circonscriptions électorales qui prétendait faire cesser d'être en vigueur l'article 80 de la loi constitutionnelle de 1867 qui était à Londres. Puis, ils ont modifié à leur volonté les délimitations électorales qui permettent d'élire un député. Par la suite, à compter de 1982, les actions illégitimes se sont mises à croître. L'Assemblée nationale du Québec, qui exerçait les pouvoirs de la législature de la province de Québec, a été obligée de créer à nouveau un nouvel organisme législatif nommé cette fois Assemblée nationale, auquel on a enlevé les mots du Québec, et qui assume les pouvoirs de la législature du Québec, qui, elle, exerce les pouvoirs de la législature de la province de Québec prévus à la Constitution. Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas? Si vous ne le saviez pas, c'est que les politiciens, journalistes, avocats et juges se sont bien gardés de vous le dire. Cependant, suite à notre enquête, vous avez été mis au courant de nombreuses fois. Dans les débats de la commission de l'Assemblée nationale du 16 décembre 1982, on voit l'étude du projet de loi numéro 90, article 1, pièce jointe du texte. Le président, M. Vaillancourt, donne la parole à M. Lalonde. M. Lalonde fait remarquer que la loi sur la législature actuelle prévoit une Assemblée nationale de 110 députés seulement, alors qu'il y en a 22 qui siègent illégalement. Évidemment, M. Lalonde s'est trompé parce qu'il y en avait 122, donc une différence de 12. Donc, par une entourloupette, il est adopté 12 députés de plus. Et ce même M. Vaillancourt, par la suite, a été nommé juge à la Cour du Québec, sachant fort bien que tout le système est illégitime et corrompu. Et ce même juge s'est payé une pension d'environ 200 000 $ par année, tout comme les 80 juges surnuméraires le sont aussi. Cela représente une jolie somme, encore dérobée au peuple. Expliquez-nous clairement comment une assemblée irrégulière peut faire des lois régulières. Tout le système judiciaire sait que la Constitution de 1982 est illégitime, que le système législatif est illégitime, que toutes les lois votées depuis, amendées ou abrogées, sont illégitimes, ainsi que les décrets. Vous tous savez que nous sommes régis par une Constitution illégitime et de plus non appliquée et non respectée. Comment une Constitution peut être respectée quand il n'existe aucun chien de garde pour la faire respecter, même dans son illégitimité? Nous tenons à vous rappeler que seul le Conseil législatif a le pouvoir de statuer sur la légalité des vacances au Conseil législatif. Article 76. S'il s'élève quelques questions au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec ou d'une vacance dans le Conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le Conseil législatif. Ces articles relatifs au Conseil législatif et consignés dans l'Acte de l'Amérique du Nord britannique ne pouvaient être abrogés ou modifiés par une loi de la province. Une loi britannique ne pouvait être modifiée légalement que par le Parlement britannique.
En conséquence, nous, nous, peuple du Québec, avons pris la décision de remettre sur pied le Conseil législatif comme il est prévu dans la Constitution de 1867 et comme il l'était le 31 décembre 1968. 2. Nous sommes conscients qu'il revient au lieutenant-gouverneur de nommer les 24 membres de ce conseil, mais vu la corruption qui existe sur les nominations partisanes, les conflits d'intérêts et les retours d'ascenseurs promis, nous allons procéder par appel de candidature à travers le Québec de gens ayant les qualifications requises pour mener à bien leur travail et advenant un nombre élevé de candidatures, un tirage au sort public aura lieu afin de déterminer les 24 membres qualifiés qui représenteront le peuple du Québec. Troisièmement, nous ferons parvenir au lieutenant-gouverneur la liste de ces 24 personnes ayant prima facie été élues par tirage au sort. Ainsi, le lieutenant-gouverneur n'aura qu'à exécuter son devoir prévu à l'article 75 de la loi constitutionnelle de 1867 et les nommer officiellement. Quatrièmement, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le processus pour la mise en place des membres du Conseil législatif seront avertis, le moment venu, de la date de cet événement qui se tiendra naturellement au Salon Rouge, ancienne salle du dit Conseil législatif, où le lieutenant-gouverneur fera prêter le serment d'office à chacun des membres élus par le peuple du Québec. Et conformément à la loi de facto, vous avez 10 jours pour répondre par courriel à l'adresse que je donne sur la lettre. Copie conforme à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, François Legault, ministère de la Justice, Parti libéral du Québec, Québec solidaire, Parti québécois, François Paradis, le Bloc québécois, LCN, Journal Le Droit, Journal de Montréal, le Globe and Mail. En pièce jointe, nous mettons les 2 feuilles que nous avons déjà publiées, les 2 feuilles ci-jointes, ici, qui vont être publiées avec le document. Ces 2 feuilles-là donnent toutes les preuves légales que tous les juges et les avocats et le gouvernement est au courant de toutes les fraudes, de la corruption qui existe, de leur illégalité. Ils sont tous au courant. Et si vous voulez, il y a tous les liens sur cette page-là. Tous les liens sont là. Si vous voulez fouiller, vous le faites. On vous encourage. Alors, je voulais vous dire que suite à la lettre, il y a toutes les signatures. Il y a 151 signatures sur le document. Merci aux 151 qui ont répondu au document. Maintenant, je vais prendre juste 18 minutes et 30. Maintenant, je vais vous parler du Conseil législatif. Alors, nous remettons sur pied le Conseil législatif qui est prévu à la Constitution. Toutes les personnes qui vont répondre aux exigences que je m'apprête à vous dire et qui seront publiées avec le vidéo et avec le document. Alors, vous devez être Canadien, résident permanent dans la province de Québec. Ne faire partie d'aucun parti politique. Troisièmement, secondaire 5 minimum. Quatrièmement, capacité d'analyse et d'interprétation. 5. Bon français parlé et écrit. 6. Capable de travailler en groupe et en vase clos. Septièmement, prêt à déménager à Québec, minimum pour 2 semaines. C'est le Conseil législatif qui sera mis en place, qui va décider
comment les 24 personnes veulent travailler. Et huitièmement, tenue impeccable, vous représentez le peuple du Québec. Il ne faut pas oublier. Maintenant, je vous invite à nous envoyer votre CV si vous êtes intéressé à être membre du Conseil législatif. Vous envoyez votre CV à Conseil législatif, Conseil CONSEIL LEGISLATIF.QC conseillégislatif.ca. Je vous répète, conseil législatif.québec.qc conseillégislatif.ca. Alors, vous avez, à compter d'aujourd'hui, on est le 8, vous avez jusqu'au 13, 18 heures, samedi le 13, 18 heures, pour nous envoyer votre CV. Nous avons besoin de 24 membres. Alors, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, très important. Voilà. Alors, je vous souhaite, nous avons une semaine très chargée cette semaine à Québec. Alors, même si les gens sont à Québec, envoyez-leur la vidéo. Dites-leur qu'à partir de 18 minutes et 30, c'est comment procéder pour faire partie, pour déposer votre CV, pour être membre du Conseil législatif. Nous donnons jusqu'au 18 juin, 18 heures, pour nous envoyer votre CV à conseillégislatif.qc conseillégislatif.ca. Alors, votre CV va parvenir à 2 personnes en même temps et nous serons 3 pour regarder les CV. Merci infiniment et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine d'action. Merci, à la prochaine.